Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, bienvenue dans ce journal. Acquittés mardi 15 janvier de crimes contre l'humanité par la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne seront pas libérés immédiatement, c'est ce que vient de décider la chambre d'appel de la Cour. Ils ne sortiront pas avant, au plus tôt le 1er février, date de la prochaine audience. Dans ce journal, nous irons à Dakar au Sénégal où s'est ouverte hier la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Amadou Gon Coulibaly, qui représente le chef de l'État, a fait une intervention sur l'importance du secteur privé dans le marché et dans la marche des pays africains vers l'émergence. Vous l'entendrez dans une dizaine de minutes. Les résultats contestés de l'élection présidentielle en RDC étaient au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba hier jeudi. Une rencontre à la demande de Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. L'Union demande la suspension de la proclamation définitive des résultats de la présidentielle. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison. La chambre d'appel de la CPI ordonne leur maintien en détention. Elle suit donc l'appel déposé par la procureure au lendemain de l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de l'ex-leader des Jeunes Patriotes. La chambre d'appel estime qu'il y a des raisons exceptionnelles de maintenir en détention Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le temps qu'elle rende sa décision sur l'appel du procureur. Une audience est prévue le 1er février devant la chambre d'appel. Il s'agira d'une discussion entre chaque partie devant les 5 juges de cette chambre. La demande des faits suspensifs susmentionnés est accordée. La détention de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé est maintenue en attendant l'examen du présent appel. Et pendant que les partisans des deux hommes jubilaient à l'annonce de leur acquittement, un autre groupe manifestait contre cette décision des juges de première instance. Hier, à Bouaké, des jeunes ont bloqué la circulation au niveau du rond-point de la gare routière et durant 1 heure, la circulation et les activités économiques ont été mises aux arrêts. Le reportage sur place de nos confrères de RTI Bouaké. Circulation impossible au rond-point de la gare routière de Bouaké ce jeudi aux environs des 10 heures. Les 5 voies du rond-point ont été bloquées par des jeunes. La raison, protester contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Les jeunes de Bouaké, après avoir appris que la CPI avait décidé d'acquitter M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé, les jeunes de Bouaké ont été choqués par cette décision et de façon spontanée se sont levés pour dire non et se dresser contre cette décision de la CPI qui est de nature à raviver la crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts dans la crise post-électorale. C'est choquant, c'est révoltant que la CPI vienne nous dire que celui qui est l'auteur clé donc de cette crise post-électorale, parce qu'ayant refusé de céder le fauteuil après sa défaite puissante à l'élection présidentielle, ce dernier-là n'est pas coupable. Avec le concours des autorités administratives et sécuritaires, les choses sont rentrées en ordre. Après 1 heure de manifestation, les jeunes ont décidé de se retirer pour laisser place à la reprise des activités économiques dans la 2e ville du pays. Là, nous étions à Bouaké, à Korogo également. La nouvelle de l'acquittement et de la libération immédiate de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a suscité des manifestations. Amy Sissoko est notre correspondante dans la région. Son témoignage. 2 jours après les différentes manifestations de joie et de frustration, à l'annonce de l'acquittement et de la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la CPI, Korogo entre dans la danse. Des jeunes protestent contre la décision de la CPI. Cette manifestation vise à soutenir les victimes post-électorales. On est là pour signaler un ras-le-bol. Un ras-le-bol à l'endroit de la décision que la CPI a prise pour l'acquitter des charges sur Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Aujourd'hui, tous ces jeunes que vous voyez, tous ces parents, nos mamans, nos papas que vous voyez derrière, disent non à la libération de Laurent Gbagbo. Si on libère Laurent Gbagbo, qu'on nous dise qui a tué les femmes d'Abobo. Les 3000 morts, que la CPI nous dise qui a tué. La manifestation a débuté à Monga, l'un des plus grands quartiers de Korogo, avant de s'étendre vers le centre-ville. Conséquence, perturbation de la circulation et des commerces en ce jour de marché.
Quelques heures plus tard, l'ordre a été rétabli par les forces de l'ordre et de sécurité. Une série de décisions en faveur ou pas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est en cours précisément à La Haye. Et Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent donc en prison. La demande d'effet suspensif est accordée. La détention de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé est maintenue en attendant l'examen du présent appel. Hier à Dakar, dans la capitale sénégalaise, s'est ouverte la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara y est représenté par Amadou Gon Coulibaly et au cours du panel de haut niveau, le Premier ministre a fait une intervention sur l'importance du secteur privé dans la marche des pays africains vers l'émergence. On écoute le chef du gouvernement. Nous avons participé donc, ce matin à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 3e édition après les 2 premières qui ont eu lieu à Abidjan. C'était une conférence qui était fort instructive. Ce que l'on peut donc retenir après toutes les communications que l'on a entendues, c'est que pour assurer donc l'émergence de notre continent, il est extrêmement important que nous puissions tous travailler à en assurer donc une bonne stabilité. Les expériences de certains pays donc, sont des témoignages éloquents, notamment donc, en Asie. Deuxièmement, il nous faut donc, avoir des politiques donc, économiques résolument tournées vers donc, la promotion du secteur privé. Le secteur privé doit être moteur donc de la croissance donc dans nos pays. Troisièmement, nous devons retenir que l'État a un rôle de régulateur, mais l'État doit investir donc massivement dans les infrastructures qui vont permettre donc d'améliorer la compétitivité de nos économies, des infrastructures, que ce soit dans le secteur des transports, dans le secteur de l'énergie, donc, etc. Nous devons améliorer l'environnement donc des affaires dans nos pays pour faire en sorte que nos pays soient attractifs, donc pouvoir créer donc, les emplois qu'il faut. Mais aussi, nous devons transformer nos économies. Et cette transformation doit impliquer que nous passons d'économies d'exportation de matières premières à des économies où nous transformons donc, nos matières premières pour créer donc, les emplois qu'il faut pour notre jeunesse. Donc tous ces éléments donc, ont été donc, examinés donc, ce matin et je dois dire que c'est une très belle conférence. Et je crois que cette initiative doit être pérennisée. Donc c'est tous les 2 ans qu'il est décidé que nous puissions nous retrouver au niveau donc, africain pour continuer de réfléchir donc, sur la problématique de l'émergence du continent. Mais je dois également indiquer qu'il apparaît très clairement que le continent est sur la bonne voie. Le continent est sur la bonne voie, que les politiques économiques qui sont menées donc, sont de bonnes politiques économiques en général. Et pour ce qui concerne notre pays, je dois dire qu'avec les taux de croissance donc, que nous avons, avec les éléments que je viens de vous indiquer qui sont en droite ligne avec ce qui se fait donc, en Côte d'Ivoire, donc nous sommes heureux donc, de constater que nous sommes donc, sur le bon chemin. Il a été aussi question de la question de l'inclusivité. Et cette question, vous le savez, est importante puisque la croissance économique doit être inclusive, doit être partagée. Et donc cela nous rappelle donc, la décision prise par le président de la République, donc son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire en sorte que le gouvernement renforce donc, son programme social pour les 2 années à venir. Alors, je suis venu à cette conférence et constater que le pays est sur la bonne voie et que les recettes que nous appliquons sont des recettes donc, qui sont reconnues comme étant donc, les bonnes pour aller non seulement à l'émergence, mais pour assurer donc, la prospérité donc, du pays et les bonnes conditions de vie des uns et des autres. Alors j'ai rencontré donc, le président donc, Macky Sall, président de la République du Sénégal, frère donc, du président de la République, pour lui apporter donc, les salutations fraternelles du président Alassane Ouattara et lui apporter son soutien. Vous savez également que le Sénégal est en train d'appliquer un plan qui est le plan Sénégal donc, émergent. Et donc nous avons là aussi été impressionnés par tous les progrès donc, qui ont lieu ici au Sénégal et je voudrais en profiter pour saluer donc, mon frère et ami, le Premier ministre John, pour le travail qu'il fait sous l'autorité du président en tant que chef du gouvernement. Nous avons eu l'occasion de parler donc, des relations entre nos 2 pays et je lui ai transmis tous les messages donc, dont j'étais porteur de la part du président Alassane Ouattara.
C'était donc le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, juste après son intervention à la tribune de la 3e CIEA, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Ces propos ont été recueillis par Adama Koné, notre envoyé spécial à Dakar. La Côte d'Ivoire continue sa marche vers sa modernisation. Dans la commune d'Abobo, par exemple, ici à Abidjan, le tout nouveau maire a initié des travaux dans plusieurs secteurs pour le bien-être des populations. Bitumage des voiries, construction d'écoles, de commissariats, de centres de santé. La commune tout entière est en chantier, ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants, les principaux bénéficiaires. Comment avancent les travaux? Pour le savoir, Ahmed Bakayoko était hier sur le terrain. La commune d'Abobo en chantier. 28 chantiers ouverts pour améliorer le quotidien de population de la commune. La nouvelle voie, c'est bon. Ça va permettre à surtout notre quartier de désenclaver. Avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Je vois que mon quartier, vraiment, ça commence à changer beaucoup. Il y a beaucoup de changements. Bon, je peux dire peut-être 3 à 4 mois déjà. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, sur le terrain pour se rendre compte de l'avancement des travaux. De Plaque 1 à Anonkwa-Kouté, de PK18 à Akeikwa, en passant par Avocatier, Abobo Centre, Agbekwa, Kennedy, Kluetia, Extension et Habitat, pour ne citer que ces quartiers-là. Ahmed Bakayoko a visité les différents chantiers de construction de commissariats, de centres de santé, d'écoles, de points d'eau, de rechargement et de bitumage de voiries. Constat, les travaux avancent bien. Abobo est un vaste chantier ouvert et nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons le grand projet du CHU et du lycée d'excellence et également du collège que Madame la Première Dame compte construire au niveau d'Abobo Sud. Nous avons également tout ce que va engendrer la construction du métro avec des aires de stationnement, des gares, etc. En ce qui concerne les voies de rechargement, le délai d'exécution est de 3 mois. Donc dans 3 mois, d'ici fin mars, on a 11 tronçons qui seront réhabilités. C'était des tronçons qui étaient impraticables. Nous avons visité 2 commissariats en construction et également la caserne des sapeurs-pompiers, de faire en sorte que la commune d'Abobo soit sécurisée, soit sûre. Les entreprises retenues pour l'exécution des travaux sont à pied d'œuvre pour offrir à la commune d'Abobo un visage des plus reluisants. Mais il n'y a pas qu'Abobo qui passe de changer de visage, c'est toute la commune, la capitale économique et environ. C'est dans ce cadre-là que François Albert Amicha a effectué récemment une visite des sites stratégiques du district d'Abidjan. Le ministre de la Ville a souhaité s'imprégner de toutes les réalités du terrain avant le lancement du programme général de réhabilitation et d'aménagement d'Abidjan. Mamadou Kouassi marchait dans ses pas. Terre Rouge et Monde Arabe, 2 sous-quartiers de la commune de Yopougon, situés à l'entrée de la ville d'Abidjan en provenance de Yamoussoukro. Ces quartiers considérés comme précaires se verront transformés afin de donner une vue agréable en rentrant dans la commune de Yopougon. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. C'est ce message que le ministre de la Ville, François Albert Amicha, a transmis aux populations rencontrées lors de sa visite de terrain. Une entrée, elle doit être majestueuse. Une entrée doit montrer le caractère, la spécificité de la ville. Et c'est tout ça que nous allons voir avec les différents ministères techniques afin de répondre aux préoccupations des populations. Parce qu'il y a des populations aussi qui sont installées sur ces sites. Sans les déguerpir, comment les impliquer à l'embellissement de leur cadre de vie? Après Yopougon, la délégation s'est rendue dans la commune d'Adjamé. Ici, le jardin du rond-point de Liberté et le grand bloc de la cité des 220 logements ont été visités. Le ministre François Albert Amicha a saisi l'occasion pour inviter les habitants à contribuer à l'entretien et à l'embellissement du cadre de vie. Cette zone, ce grand bloc, nous on veut le garder parce que ça a un caractère historique. Mais pour qu'il demeure, il faut qu'il montre un bon visage. S'il ne montre pas un bon visage, on sera obligé de prendre une décision. C'est à vous de vous organiser pour regarder comment vous pouvez donner un meilleur visage à ce bloc. En retour, les populations souhaitaient un appui du gouvernement pour le ravalement des façades. D'autres sites de la commune de Cocody ont été visités, notamment le site d'aménagement de la baie de Cocody, qui a constitué l'ultime étape de cette visite de terrain du ministre de la Ville. Le chef de projet a signifié au ministre que le taux de réalisation des travaux est estimé aujourd'hui à 54% en ce qui concerne la phase 2.
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le patronat ivoirien, a initié hier au plateau un projet de réflexion sur la fiscalité environnementale. Ces réflexions s'inscrivent dans la mise en place d'un système de fiscalité efficace pour la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Reportage Jean-Marc Djadji dans un récit de Franck Quadion. L'impératif pour le gouvernement ivoirien de préserver l'environnement passe par une approche juridique de protection durable, la fiscalité environnementale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises en Côte d'Ivoire, en ont fait leur priorité à travers la synthèse de leur rapport d'étude. Ce processus, c'est justement d'encourager les entreprises à aller dans les filières vertes, à développer des technologies vertes, à développer des pratiques durables. Donc en mettant en place un dispositif de fiscalité, cela va permettre justement d'inciter à travers notamment des subventions ou des exonérations fiscales pour encourager toutes ces entreprises qui veulent aller dans l'économie verte d'y aller sereinement. Impôts et taxes environnementaux sur les entreprises ont pour objectif financer les actions publiques pour la qualité de l'environnement, prévenir la dégradation et inciter à l'économie verte. Le sujet de l'environnement est un sujet mondial. Faisons-en un sujet national, prenons les devants, réfléchissons, de sorte à ne pas polluer notre environnement. Mais en même temps, aujourd'hui, les dispositions qui existent dans notre code environnemental, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc la réflexion, c'est de dire, nous sommes conscients qu'il faut préserver l'environnement, mais est-ce que préserver l'environnement dit qu'il faut payer, contraindre à payer des taxes pour ne pas polluer, ou alors il faut éduquer pour ne pas polluer? Donc le principe du pollueur-payeur est bien, mais le principe de celui qui développe l'économie sans polluer est mieux. À l'issue des réflexions, le gouvernement ivoirien et le patronat envisagent la validation des grands axes de l'avant-projet de loi sur la fiscalité environnementale, un processus entamé depuis 2015. Le bien-être des populations passe également par des factures abordables. Le chef de l'État l'a compris. Il a décidé récemment de procéder à la baisse du tarif social de l'électricité de 20% et un arrêté interministériel a été pris le 2 janvier dernier. La mise en œuvre de cette réforme sera effective à compter de la facturation de ce mois de janvier 2019. Un bonheur pour les quelques 850 000 familles abonnées au tarif domestique social de 5 ampères. Chers clients, dans le cadre du programme social du gouvernement, il sera procédé à la baisse de 20% du prix du kilowattheure des factures des clients au tarif domestique social de l'électricité de 5 ampères. Ce message, Michel Kakou, résident à Agbanatier dans la commune d'Atekoubé, l'a reçu sur son téléphone comme de nombreux Ivoiriens en ce début d'année. La baisse de 20% du prix du kilowattheure, un geste que ce sans-emploi considère malgré tout comme insuffisant. Rien ne marche ici, donc il faut qu'il diminue encore plus pour que peut-être si on a un frigo ou bien quelque chose, ça peut un peu ma marche. Il faut qu'il diminue au moins 40% parce que le coût de vie est trop cher, vraiment. La dernière facture de Michel Kakou s'élevait à 2700 francs CFA. Il espère payer bien moins les prochains mois, surtout qu'il ne dispose qu'un poste téléviseur en état de marche. Même son de cloche chez Dame Sanoussi Rosine, femme au foyer. Pour elle, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Ça nous fait plaisir. On est vraiment heureux d'avoir ce compteur en prix baissé. C'est des choses que nous voulons faire à cause du prix des courants, on ne peut pas faire, on a peur. Donc si le gouvernement nous aide à faire cela, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire avec le courant. Ce sont au total 850 000 familles à faible revenu qui sont concernées par cette mesure. Au quartier Jérusalem à Atekoubé, où vit Simone V, on se réjouit déjà de cette décision du chef de l'État en attendant son application effective. La population est diminuée et nous sommes dans des quartiers précaires, nous n'avons pas assez de moyens. Mais il nous a tellement arrangé que je lui dis merci. Merci d'abord pour le fait qu'il ait pris l'initiative, mais on attend la suite. Si les factures viennent, que c'est vraiment baissé. Il faut attendre la suite pour voir. La mise en œuvre de cette réforme sera effective à compter de la facturation de janvier 2019. Cette mère de 5 enfants, elle, se réjouit déjà des économies qu'elle pourrait désormais réaliser. En temps normal, l'autre facture
Quand ça vient, c'est un peu élevé. Mais avec la baisse du prix, vraiment, je pense que ça fait beaucoup de choses dans nos ménages. Rappelons que c'est conformément aux instructions du chef de l'État, Alassane Ouattara, de procéder à la baisse du tarif social de l'électricité de 20%, qu'un arrêté interministériel a été pris le 2 janvier dernier. C'était un reportage de Jean-Louis Gbagbo. La lutte contre le chômage est aussi un des chevaux de bataille du gouvernement et comme parade, il encourage l'entrepreneuriat en mettant en place des mesures fiscales afin de soutenir les jeunes promoteurs de projets. Des mesures qui partent des exonérations de certaines taxes à l'octroi même de crédits d'impôt. C'est le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé qui l'a dit récemment au micro de notre reporter Mahama Traoré. Réussir dans les affaires avec le soutien de l'État, c'est désormais possible pour tout jeune entrepreneur avec le nouveau Code des investissements. Dans ce nouveau code, un régime de déclaration spécifique est prévu pour les petites entreprises. Le nouveau code introduit ce qu'on appelle le contenu local. Si l'entrepreneur emploie des cadres à un certain niveau dans sa hiérarchie, il a 2% de crédit d'impôt en plus. Si le créateur d'entreprise met dans son capital des Ivoiriens à au moins 15% du capital, il a encore 2% du crédit d'impôt. S'il valorise la matière première, s'il a une sous-traitance avec des entreprises ivoiriennes, des Ivoiriens, il a encore 2% de crédit fiscal. Pas concernés par ces mesures, les entrepreneurs opérant dans le commerce, les assurances, les bâtiments non industriels et exerçant des professions libérales. L'État n'oublie pas également les PME. L'annexe fiscale 2019 leur réserve également une série d'opportunités incitatives. Pendant la période d'investissement, le nouveau code donne une exonération totale sur les droits de douane pendant la période d'investissement sur l'ensemble des équipements que vous importez pour votre usine. Et pendant la période d'investissement, la TVA est suspendue. Quand vous êtes en catégorie 1, vous avez toujours l'exonération du BIC, de la patente, du foncier sur une période allant de 5 à 15 ans. Bénéficier de toutes ces mesures d'accompagnement est soumise à condition. C'est pourquoi le gouvernement entend intensifier la sensibilisation à l'endroit des porteurs de projets. Nous sommes heureux de voir que les choses se mettent en place pour que les Ivoiriens comprennent que certes, il y a des choses qui ont été faites et très bien faites, mais il y a eu quelques insuffisances. Donc le plan social, pour ce qui concerne les points d'insuffisance sur le volet social, le plan social du gouvernement vient apporter des réponses très pragmatiques pour que les Ivoiriens sentent dans leur quotidien la promesse de cette proximité. Un autre mécanisme d'encadrement des entrepreneurs dénommé Clonic sera bientôt lancé par l'État. 1050 projets concernés pour 10 400 emplois visés sur une période de 2 ans. Si le projet marche, ce tissu d'entreprise va contribuer à hauteur de 2% de la richesse nationale. Ouattara Aboussier, lui, s'est prêté à un autre exercice. Le directeur général des impôts était hier face aux journalistes pour expliquer la nouvelle annexe fiscale à la loi de finances 2019. De quoi permettre aux hommes des médias de s'imprégner des efforts consentis par l'administration fiscale en faveur des entreprises et du bien-être des populations. Cheikh Koné y était pour RTI. Pour sa rentrée fiscale, Sié Ouattara, directeur général des impôts, dans un langage moins technique devant des hommes et femmes des médias, a décrypté les nouvelles mesures fiscales. 21 mesures fiscales sur les 36 que compte l'annexe fiscale de la loi des finances 2019 ont été passées au peigne fin. Au cours de l'année 2018, nous avons connu quelques contentieux avec les entreprises du secteur qui ont estimé, à tort ou à raison, que les activités qui n'étaient pas directement liées à l'opération de téléphonie ne devraient pas être soumises à la taxe. Alors que dans l'entendement de la Direction générale des impôts, même l'activité de transfert d'argent se réalise à travers l'outil de téléphonie. Pour mettre fin aux contestations et aux contentieux, le texte a été nouvellement rédigé en précisant que la taxe s'applique bel et bien au chiffre d'affaires, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur de téléphonie, sans distinction des branches à l'intérieur. L'annexe fiscale 2019 est rentrée en vigueur le 2 janvier dernier. Il comporte les mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l'État, des mesures à caractère social, de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal, ainsi que des mesures d'ordre technique.
S'agissant des mesures de soutien aux entreprises, elles s'articulent autour des mesures d'incitation fiscale au profit des PME, des exploitations agricoles, du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais également sur les transactions immobilières. Pour les mesures à caractère social, un crédit de TVA compris entre 25 000 francs et 50 000 francs CFA a été instauré pour les entreprises qui accueilleront des stagiaires en leur sein. Évoquant le bilan de l'année 2018, le directeur général des impôts a révélé que sa régie a mobilisé 2 146 milliards de francs CFA sur un objectif de 2 170 milliards de francs CFA, soit 99% de l'objectif visé. L'impôt foncier, quant à lui, a mobilisé 99,5 milliards de francs CFA sur les 100 milliards attendus. Au même moment, au ministère de l'économie numérique et de la Poste, l'heure était au bilan. Selon Claude Isaac-Day, le secteur de l'économie numérique se porte bien. Il représente aujourd'hui 9% du produit intérieur brut, mais le gouvernement en veut plus. Le taux doit atteindre 17% en 2025. Pour y arriver, le ministre engage l'ensemble des acteurs à redoubler d'efforts. Les explications de Francis Boisfond. 5068 km de fibres optiques installées sur 7000, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des grandes écoles privées équipées en matériel informatique et connectées à Internet, des infrastructures construites ou réhabilitées, la diversification des activités de la Poste qui a permis le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Le pays a été choisi par l'Union postale universelle UPU pour être le hub du e-commerce en Afrique de l'Ouest. Autant d'éléments qui font dire au ministre de l'économie numérique et de la Poste que le secteur se porte bien. Tenez, 17 milliards de transactions financières journalières via le mobile money. Donc, un impact considérable sur la contribution du secteur au produit intérieur brut PIB. 9% du PIB. Je pense qu'à 2025, on peut le porter à 7% du PIB. Nous sommes nettement mieux classés dans la sous-région. Cette année, le gouvernement entend relever les défis majeurs pour améliorer le quotidien des populations. Amélioration de la qualité de réseau des services aux usagers. Et sur ce point, nous avons connu quelques difficultés en 2018 et nous veillerons à ce que chaque acteur du secteur joue son rôle pour que ce genre d'incident ne se répète plus jamais à l'avenir. La baisse des coûts pour les usagers, notamment pour la voix, data et pour les transactions électroniques, pour jouer pleinement notre participation dans les actions sociales prioritaires du gouvernement. En plus de cela, nous avons aussi agi au niveau de renforcement de la cybersécurité. Nous avons aussi agi au niveau de renforcement des actions de protection des données à caractère personnel. Aux responsables de structures chargées d'exécuter le projet d'archivage numérique des documents administratifs, le ministre Claude Isaac-Day a demandé de redoubler d'efforts. Et après l'effort, les honneurs, la récompense. Le ministre de la Culture et de la Francophonie félicite les meilleurs acteurs du secteur des arts et de la culture de l'année 2018. Après la remise des premiers prix par le président de la République, Maurice Kwaku-Bandama récompense les deuxième et troisième lauréats. Ces derniers se sont illustrés dans les domaines de la littérature, des arts vivants, du cinéma et des arts visuels. Les précisions de Serge Coléa dans nos prochains journaux. Prenons à présent la direction de Dimbokro, où l'équipe de production de l'émission Bonjour a déposé ses valises samedi dernier. La dizaine d'humoristes présents sur place ont fait tordre de rire les populations de Dimbokro. Allez, je vous fais en profiter un tout petit peu. On y va à Dimbokro. Moi, ta démarche là me plaît, on dirait femme de brouteur. Dimbokro, première localité visitée par l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI Bonjour dans le cadre de Bonjour Tour 2019. Pour les organisateurs, il s'agit d'offrir l'opportunité aux populations des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en live. Et c'est l'esplanade de la Citaraya qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont égayé le public de Dimbokro en faisant montre de leur talent. Malgré ces cadeaux-là, il y a d'autres qui ont pris clôture cadeau. Zouglou, quand quelqu'un laisse, en tout cas ce morceau-là, ça tue au quartier. À cause de ça, moi et ma prof femme à la maison, quand je vais chanter, quand il m'a au travail, mais rien quand il sort, non. Mais quand quelqu'un sort, quelqu'un rentre, il dit, si tu penses que je vais courir derrière toi, copine, tu as joué. Parce que l'homme, même quand il n'est pas diplômé en beauté, tant qu'il a son jeton seulement, il tape pas poteau.
Les différentes prestations des humoristes appréciées par autorités, élus, cadres, parrains et publics de Dembokro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Bonjour 2018 a été un succès, un grand succès. Il y avait du monde. Donc la population a réclamé Bonjour 2019 et j'ai tout fait pour que 2019 soit. Merci à la RTI, merci à la population et que Dieu nous donne la force d'organiser Bonjour 2020. Après la ville historique de Dembokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays. C'est comme un bablé qui est saoulé, il a envoyé à Abidjan nouvellement, il est saoulé, il est assis en bas là. Et puis il dit, mais c'est comment? Redresser le bas là. Elle dit comment? Elle dit, mais le bas là est un peu tordu. Et c'est Benjerville qui accueille l'équipe de Bonjour samedi prochain, 19 janvier. On en vient à présent à l'actualité internationale. On ira à Bogota et au Soudan, mais c'est en RDC que l'on s'arrête. Les résultats contestés de l'élection présidentielle en RDC étaient au centre d'une réunion à huis clos à Addis Abeba ce jeudi entre la SADC, la CIRGL et l'UA. Une rencontre à la demande de Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Et pour s'assurer de l'application de cette décision, une délégation va se rendre à Kinshasa en urgence. Elle sera composée de Paul Kagame, du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et d'autres dirigeants qui ont pris part à la réunion. Pour le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas à l'UA de dire à la Cour constitutionnelle ce qu'elle a à faire. Et ce journal est terminé. N'oubliez pas de nous retrouver sur RTI Mobile et sur tous nos réseaux sociaux. À demain, 13h.